Et bienvenue sur le nouveau Twitch dominical de la LFI NUPES Monde. Je suis Gauthier, ravi de vous accueillir en ce dimanche. Il est 14 h en Suisse et en Europe et il est bien plus tard et bien plus matinal de l'autre côté du monde. Aujourd'hui, je vais accueillir un grand nombre d'entrepreneurs et d'insoumis. Bienvenue à Sublime, bienvenue à Didier, bienvenue à François, bienvenue à Thierry et bienvenue à Lisa du Brésil qui nous entend très prochainement. Moi, je resterai à la technique. Sublime sera l'animatrice d'aujourd'hui. Je te laisse continuer, Sublime. Bonjour, merci Gauthier. Alors aujourd'hui, effectivement, c'est la première émission qui est le fruit coucou, qui est le fruit d'un des groupes de travail de notre groupe fonctionnel international LFI NUPES Monde. Hein, donc nous avons plusieurs groupes de réflexion, plusieurs groupes de travail, un sur l'éducation, un sur la fiscalité pour l'instant et un sur l'entrepreneuriat, qui est donc ce groupe qui a été donc animé par Didier, Thierry, François et qui est rejoint depuis récemment par Lisa qui, avant de travailler sur ce groupe, était aussi très occupée à militer pour l'élection de Lula au Brésil. Merci Lisa pour ton engagement, ton enthousiasme et de nous rejoindre maintenant. Donc, écoutez Didier, Thierry, François et Lisa, je vais vous demander de vous présenter succinctement. Vous êtes des entrepreneurs, ce qui n'est pas mon cas, et vous allez nous dire ce que vous faites, où vous êtes, ce que vous faites, et on verra plus tard pourquoi nous avons créé ce groupe de travail. À toi Didier. Bien, bonsoir. Donc, je suis Didier, j'habite au Vietnam depuis plus de 30 ans. J'ai créé avec mon épouse une entreprise d'importation et de distribution et aujourd'hui c'est l'une des plus grosses entreprises privées du Vietnam, classée dans les 100 premières entreprises du pays et qui travaille essentiellement dans l'industrie agroalimentaire. Merci. Thierry ou François, pardon. Oui. François, toi. Oui, bonjour à tous, bonjour ou bonsoir. Je m'appelle François. On a un problème avec ton son, François. Il y a un problème de micro là. Ça grésille très très fort. Ah bon, vous m'entendez? Oh là là, oui, ça grésille. On t'entend très très pas bien du tout en fait. C'est bizarre, ça marchait bien tout à l'heure. Ouais, ça marchait bien tout à l'heure. C'est mieux là? Non, c'est pas bien du tout là. C'est quoi ton micro? C'est un micro? C'est ton ordinateur? C'est quoi? C'est mon téléphone, mais ça marchait bien tout à l'heure, c'est ça qui est bizarre. Ouais, mais alors là, ça marche vraiment pas bien. Ça grésille. On t'entend très très mal. Et est-ce que tu peux éventuellement essayer de te déconnecter puis de te reconnecter, hein? Pendant ce temps-là, on va laisser Thierry on va laisser à Thierry le temps de se présenter. À tout de suite. À tout de suite, François. À toi, Thierry. De 26 ans, j'en ai 71. Ah, excuse-moi, Thierry, est-ce que tu peux reprendre? On a eu un petit temps d'arrêt. Vanuatu, qui est une république donc Pacifique Sud, donc qui se situe à l'heure actuelle par rapport à ceux qui sont en France en dessous. Voilà. Donc Thierry, Thierry a disparu. Donc Thierry, tiens François, puisque tu es revenu, ouais. Viens voir si ça marche mieux là. Est-ce que ça marche mieux du coup? Ah, beaucoup mieux, beaucoup mieux. Ok. Merci. Alors à toi, présente-toi, puis quand Thierry sera revenu, on lui demandera de se représenter parce qu'on n'a pas bien entendu. Vas-y. Donc bonjour à tous, moi c'est François, je suis ingénieur de formation dans la construction. Et puis, j'ai travaillé surtout comme chef de projet pendant des années, notamment dans le domaine de l'humanitaire, dans beaucoup de pays en Afrique et en Haïti aussi, et puis au Vanuatu. Et depuis que je suis au Vanuatu, j'ai diversifié un peu mon travail en montant ma propre auto-entreprise pour livrer des services d'ingénierie et de gestion de projet à tous les clients qui sont au Vanuatu, donc du privé, du public, et notamment en basant sur ma connaissance du pays, parce que ça fait 7 ans que je connais le Vanuatu. J'y étais allé la première fois avec la Croix-Rouge française après le cyclone Pam, qui est un des cyclones majeurs dans la zone, et c'est là-bas que j'ai rencontré aussi Thierry.
Et puis, je suis de passage en France et j'y retourne l'année prochaine pour continuer mes activités voilà, à partir de juin l'année prochaine. Merci François. Alors Lisa, toi qui as changé d'appareil, est-ce qu'on t'entend mieux cette fois-ci? Alors voilà, est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, très bien. Bon, très bien. Ça va. Donc voilà, moi je suis au Brésil. Il y a 11 ans, j'ai fondé une petite fromagerie artisanale pour faire des fromages français, enfin des fromages brésiliens avec l'accent français. Et en résistance depuis 4 ans contre Bolsonaro et évidemment en campagne pour Jean-Luc pendant les élections, dans la mesure où ceci est possible à distance. Et maintenant, on est sur un grand point de changement vu que Lula a été élu de nouveau pour la 3e fois être président du Brésil et que c'est pas facile, réellement pas facile. D'un côté, on est très très heureux, mais de l'autre côté, on craint, on vit des conséquences et tout ce qui peut arriver et qui n'est pas joli. Voilà. Merci Lisa. Alors on va attendre en attendant que Thierry revienne. Peut-être que Gauthier, tu peux prendre des nouvelles de Thierry pour voir où il en est, tout ça. Ah, on t'entend pas Thierry. On t'entend pas Gauthier, pardon. Oui, excusez-moi, je dois juste attendre qu'il doit se reconnecter, mais d'accord, c'est en cours. Okay. Et si Lisa, tu peux retourner ta caméra avec ton téléphone et te remettre droit, ça peut être super. Ouais, oui, si tu vois. C'est nickel. Oui, très bien. Ok, super. Bien. Ok, merci beaucoup. Alors, donc, Didier et Thierry, en fait, c'est vous qui avez vraiment initié ce groupe de travail. Et en tant qu'entrepreneur, vous aviez des choses à dire et vous trouviez qu'il y avait une espèce d'angle mort, en fait, dans ce que pouvait proposer la France Insoumise et par extension la NUP aux entrepreneurs. Et donc, j'aimerais bien t'entendre là-dessus, si tu veux bien. Voilà. Parler d'angle mort, c'est presque un euphémisme. Il y a une grande frustration de la part des entrepreneurs insoumis. Ils sont plus nombreux que ce qu'on pense, mais pas assez. Et de toute façon, on ne leur parle pas. Donc, les convictions qu'on a, on les a forgées personnellement, mais c'est certainement pas parce que la gauche ou LFI nous avait parlé en tant qu'entrepreneurs. Et on pense qu'on a un angle mort très important là, et qu'il faut faire une éducation populaire dans nos rangs et dans les rangs de nos électeurs pour mettre les bonnes définitions là où elles doivent être mises, comprendre de quoi on parle. Par exemple, en vrac, la plupart des gens à gauche et bien intentionnés confondent entrepreneurs, patrons, riches, chefs d'entreprise, méchants. Il y a un problème de vocabulaire. Donc, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a pris un risque d'entreprendre. C'est pas, il l'a fait volontairement. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui a un vélo Uber, qui l'a fait parce que c'était une solution pour lui personnellement d'avoir une activité qui lui rapporte de l'argent. C'est pas un entrepreneur. On peut être entrepreneur et même tout seul ou auto-entrepreneur, mais ça n'a rien à voir avec l'ubérisation des salariés. Un entrepreneur, il a pris des risques, il a envie de construire quelque chose, de faire un projet, d'être utile. Et ça peut être un entrepreneur de petite taille ou de très grande entreprise, mais c'est jamais quelqu'un qu'on trouvera dans la sphère financière et dans les gens qu'on nous présente à la télé, dans les médias mainstream comme étant des chefs d'entreprise. Moi, je suis pas un chef d'entreprise, je suis un patron à la rigueur si on veut, mais un entrepreneur certainement, mais un chef d'entreprise pas du tout. Je suis pas chef. J'ai entrepris parce que j'ai voulu créer quelque chose et je me suis associé et adjoint un certain nombre de salariés. Actuellement, par exemple, dans mon entreprise, il y a 600 salariés
et tous ont leur place et sont absolument indispensables à la réussite du projet collectif. Donc je suis pas un chef d'entreprise. Un chef d'entreprise comme le patron de Total, Monsieur Pouyanné, qu'on présente comme le patron ou le chef d'entreprise de Total, il est ni patron ni chef d'entreprise. C'est un commis. Il n'a rien à voir avec moi. Moi, je suis entrepreneur. Lui, c'est un commis, une espèce de mercenaire surpayé, surtout pour ce qu'il fait, et qui n'a jamais été, lui, face à un banquier, qui lui a dit oui, on va vous faire un crédit, mais vous allez mettre en caution tout ce que vous avez, votre maison, votre montre, vos chaussettes, vos revenus pour les 10 années qui viennent si vous en avez, et vous allez signer que si ça marche pas, on prend tout de suite et les premiers, avant même vos salariés. Monsieur Pouyanné, ça lui est jamais arrivé, et c'est donc la définition qui fait qu'il n'est en aucune façon un entrepreneur, ni même un patron. C'est simplement un commis. À partir du moment où il est un commis, on peut tout immédiatement comprendre qu'il est bien surpayé pour ce qu'il fait. Voilà. Donc, la différence entre un entrepreneur et un commis d'une grande entreprise, elle est immense. Et les entrepreneurs ont besoin de quoi? Ils ont besoin d'être reconnus comme tels. Dans le défi climatique, les changements colossaux qui nous attendent, on a absolument besoin d'avoir beaucoup d'entrepreneurs qui se sentent libres d'agir et de faire travailler leur cerveau pour trouver des solutions. Ils entraîneront d'autres qui ne veulent pas, ne peuvent pas, n'ont pas l'envie d'être entrepreneurs, mais qui ont envie de travailler et qui seront salariés dans ces entreprises. Et donc, pour boucler la boucle et répondre à ta question finalement, c'est l'attitude actuellement de la France insoumise, de la NUPES vis-à-vis des entrepreneurs, l'attitude d'ignorance. Et nous, notre ambition, pas du tout modeste, c'est de combler cet angle mort, de combler ce vide, et de parler directement aux entrepreneurs et pas indirectement en appelant leurs bons sentiments, mais en appelant aussi à leurs intérêts réels pour rejoindre le mouvement et travailler au changement nécessaire. Voilà mon introduction. Merci, merci Didier. Thierry, est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter? Je crois que Didier, il a tout dit. Exactement. L'entrepreneur, je dirais qu'à la limite, c'est une vocation. Hein? Si on n'a pas la vocation d'être entrepreneur, comment dirais-je, tout à l'heure, Didier parlait effectivement de l'ubérisation. C'est vrai qu'aujourd'hui, on force des gens à prendre des risques et en fait, ils ne veulent pas les prendre. Hein? Et obligatoirement, il y a un mal-être énorme chez ces gens-là. Chez nous, effectivement, chez les entrepreneurs, on est souvent dans le stress. Mais c'est un stress qui, à la limite, nous motive, qui nous force à aller un peu plus loin et qui nous donne cet enthousiasme qui, en général, nous permet de faire avancer nos projets. C'est une chose importante, c'est qu'il n'y a pas d'entrepreneur sans projet personnel. Et à partir de ce moment-là, effectivement, nous devons avoir la force, les convictions d'emmener avec nous des salariés de très haut niveau, parce qu'on ne peut pas créer une entreprise sans se dire qu'on va être avec des gens qui vont, comment dirais-je, nous suivre et en général nous faire confiance, car il n'y a pas effectivement d'entrepreneur. La relation entrepreneur et salarié est essentiellement basée sur la confiance. Quand on voit aujourd'hui effectivement que pour gagner de plus en plus d'argent, les chefs d'entreprise tels que les définissait tout à l'heure Didier font effectivement de la gestion essentiellement sur les salariés. Après, ils externent au niveau des autres entreprises, souvent c'est les entrepreneurs, ils sous-traitent effectivement ce qu'ils ont retiré au niveau de la production de leurs salariés et naturellement encore en moindre. Donc l'entrepreneur, lui, dans beaucoup de cas, c'est lui qui d'une certaine façon
est obligé de régner sur des marges qui lui permettraient effectivement de pouvoir payer ses salariés beaucoup plus chers. Et effectivement, c'est très compliqué. On est dans une situation très compliquée. Donc, je dirais que aujourd'hui, un entrepreneur qui effectivement ne cherche pas à s'enrichir, parce que les 3/4 ne s'enrichissent pas. Savez-vous que la moyenne des entrepreneurs mensuelle est de 2500, je crois que c'est brut, par mois, ce qui veut dire que c'est largement beaucoup moins qu'un salarié de haut niveau dans des grosses entreprises. Et ça, il faudrait effectivement qu'on le rappelle. Voilà. Pour l'instant, c'est ce que j'avais à dire. Merci. Lisa, qu'est-ce que tu pourrais dire sur ça? Alors, est-ce que vous m'entendez Oui. cette fois-ci? Oui, Très on bien. t'entend. Très bien. Parce que sur mon téléphone, ça marchait pas bien, ça coupait tout le temps, quoi. Donc, effectivement, moi, je rejoins complètement ce qu'a dit Thierry. Moi, je suis un petit peu anarchiste sur les bords avant d'être entrepreneur. Je me retrouve bien dans la France insoumise. Mais en fait, je suis indépendante depuis de nombreuses années, avant en France et maintenant au Brésil, parce que je ne supporte pas d'avoir un patron au-dessus de ma tête, quoi. Et donc, je veux communiquer ça aussi à mes employés, que je considère comme des partenaires à temps complet, enfin des partenaires vraiment. Donc, avec des bons salaires de base, avec des décisions d'entreprise qui sont prises en commun, même si c'est souvent moi qui fais la proposition, mais enfin, je ne rentre jamais. J'essaie toujours d'animer tout le monde à aussi faire des propositions ou alors à les contester si c'est utile, parce que bon, personne n'est infaillible, pas moi, dans mon entreprise, certainement pas. Donc, si les autres ont des bonnes idées, c'est bienvenu. Faire comprendre ça, c'est déjà assez compliqué. Hein. Et bon, viser aussi donc la qualité de vie en fournissant une alimentation bio et de qualité pour les repas en commun, assez de pauses, les libérer si un jour le travail est terminé avant l'heure et qu'il pleut, qu'on n'aura plus de clients et que voilà, on peut vraiment aller à la maison parce qu'on a fini. Donc des choses comme ça qui sont certainement pas le cas dans toutes les entreprises. Et bon, évidemment, la participation aux bénéfices. Ce qui fait que, bon, je ne peux pas dire que je gagne bien, même si mon entreprise a eu des années de succès. Là, en ce moment, c'est difficile parce que nous avons au Brésil donc eu la nouvelle élection de Lula et l'extrême droite a décidé de boycotter les entreprises qui ont voté pour Lula, en suggérant qu'on appose une étoile sur notre porte, ce qui s'est déjà vu en Allemagne en 1933, oui. Donc cette fois-ci, c'est pas l'étoile de David, c'est une étoile rouge à 5 branches que j'aime personnellement beaucoup, mais ça craint, franchement, ça craint. Et on voit le résultat. On voit le résultat. C'est vrai que depuis les élections, bon, ils ont commencé par bloquer toutes les routes, plus personne passait, donc les gens n'allaient pas sortir parce que ils avaient peur d'être bloqués. Oui, mais moi aussi ça fait froid dans le dos, même si ici il fait chaud. Merci pour le commentaire, mon ami. Et donc, oui, on voit effectivement une grande baisse de mouvement au quotidien. Ce qui craignent pour la suite, quoi, vraiment. Et là, tu dirais que toi, depuis l'élection, ton chiffre d'affaires a baissé de façon sensible? Tout à fait, tout à fait. Et alors, le pire, c'est que j'avais mes producteurs de lait qui avaient des problèmes l'année dernière, où donc la production a baissé, ce qui fait que je suis entrée dans l'année 2022 avec peu de stock. Et j'ai fini par investir en bétail pour pouvoir produire du lait. Maintenant, on produit du lait, maintenant on a du stock et maintenant il n'y a plus de clients parce que les fascistes les bloquent ou alors même les fascistes, ils ne viennent plus. Ou alors même, alors ça c'est le troisième cas, ils viennent et j'ai pas envie de leur vendre, quoi. Alors là, j'ai eu un couple
costumés là, en jaune et vert, jusqu'aux chaussures, avec des explications, avec des remarques vraiment inacceptables. Bon, on leur a quand même vendu du fromage, mais je ne suis pas arrivée à prendre cet argent. Donc, cet argent, on va acheter des paquets d'aliments de base pour donner aux pauvres, parce que, bon, franchement, avec l'accord de mes employés, hein, et parce que, bon, franchement, je n'ai pas envie de toucher ces sous qui sont sales, quoi. Voilà. Wow. Je suis con, Ah oui. mais bon. Non, mais Les principes. ça en dit long sur vraiment sur le clivage et la tension au sein du peuple, quoi. C'est pas forcément une bonne nouvelle, quoi. Oui, avoir une entreprise dans des conditions pareilles, c'est épouvantable. Ouais, c'est vraiment angoissant. C'est vraiment angoissant. Et si tu veux, j'ai l'impression comme un tir fort. Hein. Ça fait clic, 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 ça va dans un sens, ça ne reviendra jamais, quoi. Hein. C'est intéressant parce que ça montre. Alors, l'exemple brésilien est très. Je n'ose pas employer le mot caricatural, c'est exagéré, mais très, très significatif de là où peuvent amener les clivages graves dans la société qui ne passent pas là où ils devraient passer. Par rapport, mais il ne faut pas croire qu'en France, on est à l'abri de ça. Hein. Toute la campagne de type Zemmouride qui a eu lieu et tout ce qui a lieu en ce moment autour des chaînes de propagande type Bolloré et autres nous amène à ce type de situation de clivage. Et c'est pour ça que nous, entrepreneurs insoumis, on a un rôle à jouer, mais il faut qu'encore quand même qu'on soit entendu dans la gauche et chez les insoumis pour ce qu'on peut apporter pour éviter que les clivages de la société empêchent toute solution progressiste et démocratique. Donc on a du travail à faire. Ce que vient de dire Lisa au Brésil est un exemple, mais moi je le prends comme une illustration de ce qu'on risque en France et ce qu'on a déjà vu. La situation est assez désagréable en France aussi, et il faut c'est le moment de sortir nous un peu du bois en disant mais écoutez telle et telle personne à qui on n'a pas parlé jusqu'à présent à tort, il faut qu'on commence à leur parler. Donc nous on s'intéresse aux entrepreneurs, mais c'est peut-être le cas d'autres personnes, des ruraux, des gens dans les anciennes régions industrielles du Nord, un peu à la façon dont s'active actuellement François Ruffin. Donc nous, on est les Ruffins des entrepreneurs en quelque sorte. Hein. C'est ce qu'on veut faire aujourd'hui. Oui. Je voudrais faire une remarque. Lequel Ruffin est un entrepreneur? Lequel Ruffin est un entrepreneur, exactement. Tout à fait. Justement, moi, à ce sujet-là, j'aimerais faire une remarque. À part François Ruffin, parce qu'il est entrepreneur et qu'il y a un discours, j'allais dire, calme sur ce sujet, on peut malheureusement entendre trop de nos députés qui systématiquement, à l'égard de l'entreprise en général, eh bien, ont des mots qui sont, comment dirais-je, très difficiles à avaler quand on est soi-même entrepreneur. Mais alors, je vous en avais parlé en réunion l'autre jour. Moi, j'ai le sentiment d'avoir entendu au sein de la France insoumise un discours différent de celui que vous semblez avoir entendu. C'est-à-dire que j'ai personnellement eu l'occasion, en écoutant pendant la campagne des discours sur l'entreprise, fait la différence entre les entreprises du CAC 40 et les petites, moyennes entreprises. J'ai entendu parler de cette proposition de caisse de corrélation pour pouvoir permettre, par exemple, aux petites entreprises d'augmenter les salaires, d'augmenter le SMIC si
si ça avait été possible d'augmenter le SMIC, en justement ponctionnant en faisant cotiser justement les entreprises du CAC 40, les grosses entreprises, et de faire une caisse de compensation en fait, qui soit pas comment dire, de l'impôt, mais qui soit de la cotisation. Et j'ai aussi entendu parler de la façon dont les petits entrepreneurs ou les moyennes entreprises sont en fait pressurisés par la sous-traitance et maintenus finalement dans une forme de précarité, y compris sur le carnet de commandes, qui empêche de proposer aux salariés des conditions décentes. Ouais. Vous n'avez pas entendu ce discours, vous ? Moi, je l'ai entendu, mais je ne vais pas dire que j'ai beaucoup apprécié. Je vais raconter un petit peu. Quand j'ai commencé ma première entreprise, parce que j'en ai fait quelques-unes, toujours dans le secteur du bâtiment, mais pas toujours, effectivement, toujours dans le même corps d'État. J'ai évolué pas mal à ce sujet-là. Mais la première fois que j'ai monté une entreprise, j'ai été voir effectivement l'administration, parce qu'à l'époque, on proposait des aides pour les entreprises. Quand j'ai vu le dossier qu'il fallait remplir, le temps que j'allais passer à remplir tout ça, je me suis dit, il faut mieux que j'aille voir de la clientèle et que je cherche du travail et que je cherche des clients. Voilà. Parce que cette aide, très souvent, comment dirais-je, ça nous bouffe du temps, énormément du temps. Ensuite, moi, ça me va un petit peu, ça va contre, comment dirais-je, la façon dont je vois les choses. C'est-à-dire qu'un entrepreneur, c'est un entrepreneur. Il faut avancer doucement, on a des risques à prendre, mais en général, quand on décide de créer une entreprise, c'est qu'on a quand même déjà géré un minimum d'une petite étude de marché quand même. Et on sait un peu où on va. Ensuite, après, effectivement, alors la péréquation, c'est-à-dire qu'on va transformer la péréquation. Je sais, enfin, je me vois difficilement dans cette circonstance-là. Enfin, vous me direz, je suis retraité maintenant. Bon, je me projette en arrière. Je vois difficilement dans une situation pareille. Je pense qu'on a besoin de plus de liberté. On a besoin, je dirais, d'avoir des règles du jeu strictes. En fait, la grande différence, ce qu'il nous faudrait, c'est une règle du jeu stricte. C'est-à-dire qu'à partir du moment donné où des entreprises sont dans des règles de jeu auxquelles elles ne veulent pas et on leur dit rien, ça veut dire qu'elles trichent, certaines trichent. Et après, effectivement, on est dans des circonstances où c'est très compliqué de pouvoir effectivement se bagarrer. Comment voulez-vous, par exemple, qu'une entreprise industrielle va se retrouver en concurrence avec une entreprise à l'étranger, dans des conditions effectivement de prix qui ne sont pas comparables. Et je crois qu'effectivement, la première des choses d'abord, c'est de protéger notre marché. Ça, je le dis franchement, je ne suis pas contre l'ouverture à l'étranger, au contraire, je suis pour, j'y ai travaillé. Mais je crois quand même qu'il faut donner un cadre aux entreprises, aux entrepreneurs, pour qu'ils puissent effectivement développer leurs projets. Qu'est-ce que tu penses, François, de tout ce qui se dit là en ce moment ? Bon, tu n'as pas encore parlé. Non, moi, un truc sur lequel j'aimerais bien revenir, c'est Didier, quand il l'a évoqué, c'est dans le débat public, en fait, il y a une mauvaise compréhension de ce que c'est l'entrepreneuriat, hormis les gens qui sont entrepreneurs eux-mêmes. Depuis l'élection de Macron et peut-être un peu avant, on voit les grands chefs d'entreprise d'un côté, le CAC 40, les patrons, et en général, les insoumis sont plutôt défavorables à leur égard, on va dire. D'un autre côté, il y a la Startup Nation, les licornes, le digital, etc., que Macron essaye de pousser, et bon, ça marche pas plus que ça. Et dans un autre coin, il y a tout le faux, moi ce que j'appelle le faux auto-entrepreneuriat, c'est tous les livreurs tous les livreurs, les VTC, etc., qui sont en fait pour moi une forme de salariat déguisé. Et en fait, toutes ces trois formes-là, les grands patrons du CAC 40, les start-upers et ceux qui pédalent pour livrer des Uber, c'est le seul renvoi qu'on a de ce que c'est l'entrepreneuriat et l'entreprise, on va dire.
Et en fait, il y a tout le reste. Et tout le reste, c'est tous les artisans, les commerçants, qui sont, je pense, la plus grande en nombre, le plus grand contingent d'entreprises en France. Et comme on disait au début, je pense que si on est là tous autour d'une table pour commencer à évoquer ces sujets-là, c'est parce que ces gens-là, ils sont pas, enfin comment dire, la LFI ne les touche pas forcément. C'est pas des contingents de personnes qui sont favorables au discours LFI. Et je pense qu'il faut il faut pousser le débat sur ce terrain-là et essayer de montrer qu'en fait la société elle change quand même en grande partie grâce et avec ces entreprises. C'est les entreprises qui créent les emplois. C'est les entreprises qui peuvent aussi changer la société en termes d'écologie, en termes de lien social, etc. Et donc c'est un débat, enfin c'est un sujet qui est pour moi pas du tout assez investi par la LFI. Et donc voilà, moi c'est la raison pour laquelle je trouve que c'est intéressant. Maintenant les débats techniques de caisse de péréquation, etc. Je sais même pas si c'est en fait déjà un besoin d'en parler et de débattre sur ces sujets-là. Je pense que d'un point de vue de l'image générale du discours LFI, il faut montrer qu'on peut aller sur ces sujets-là, parce qu'on sait très bien que depuis toujours presque, les chefs d'entreprise, les commerçants, les artisans, c'est plutôt un peuple de droite, pour le dire un peu comme ça. Moi, j'ai toujours entendu dire autour de moi, avec mes parents et puis la famille, les amis, etc., que voilà, c'est plutôt des gens qui sont à droite parce que enfin, voilà, avec le discours d'être libre, un peu contre les impôts, etc. Et en fait, c'est pas parce qu'on est de gauche qu'on peut pas être entrepreneur, c'est pas parce qu'on est de gauche qu'on peut pas être commerçant ou artisan et avoir une manière d'entreprendre sociale et humaine, etc. Donc moi je trouve liberté d'entreprendre, bah oui c'est ça. Et pour moi ça c'est ni de droite ni de gauche, en fait c'est quelque chose qui peut être comment dire partagé. Et en fait, je pense que c'est aussi un sujet sur lequel la LFI peut gagner en crédibilité, parce qu'il y a beaucoup de sujets sur lesquels il y a des discours qui sont clivants. Et je pense que si on pouvait investir des sujets qui sont voilà, moins sociétaux et peut-être un peu moins clivants comme celui-là, je pense que ça sera que du bon pour la LFI, quoi. Moi, je voudrais rebondir sur quelque chose. Pardon, je voudrais rebondir sur une chose, c'est-à-dire effectivement tout à l'heure, tu parlais de les faux auto-entrepreneurs que sont tous les livreurs Uber, VTC, etc., qui sont pour moi non pas du salariat déguisé, mais du travail à la tâche et de l'esclavagisme déguisé, puisqu'en fait, je veux dire, ils sont exploités par une entreprise qui est Uber. Donc derrière l'entreprise qui est Uber, il y a des gestionnaires et des chefs d'entreprise tout à fait non éthiques, on va dire des choses comme ça. Sublime. À ce sujet-là, moi j'ai fait une petite recherche et je suis tombé sur une étude assez sérieuse de l'université Gustave Eiffel, qui est très récente en plus, qui date de juillet cette année, sur les livreurs sur les plateformes Uber, etc. Et j'ai quelques chiffres rapidement. À Paris, Île-de-France, il n'y a que 10% des livreurs qui sont français. Il y en a 20% qui sont de vrais salariés, donc 80% sont auto-entrepreneurs et d'autres statuts. 60% travaillent entre 6 et 7 jours. 50% travaillent plus de 8 heures par jour. Et 80% gagnent moins de 1 500 € par mois. Et en fait, c'est même pas gagné, parce qu'en fait, c'est du chiffre d'affaires. C'est-à-dire que le gars qui bosse en scooter et qui casse son scooter, voilà, déjà son salaire par rapport à son chiffre d'affaires va être très variable. Et l'histoire de la location des comptes pour les immigrés sans papier, apparemment, l'étude là montre que c'est 10%. Ça représente 10% des comptes actifs.
en juillet 2022. Donc, c'est quand même assez important. Et un dernier chiffre que je trouve intéressant et qui est grave, et qui est en lien aussi avec les revenus, 25% ont déjà connu un accident. Donc accident avec perte matérielle ou perte, casse physique, qui ont eu des impacts importants avec des arrêts de travail et des coûts importants. Donc voilà quelques chiffres pour parler de ce truc-là. Ouais. Ben, en fait, de toute façon, je veux dire, l'ubérisation du travail, c'est simplement, comment dire, une façon de se désengager du salariat, qui est le salariat étant, comme d'ailleurs l'explique très bien Bernard Friot, non pas un recul, mais une avancée dans le domaine des travailleurs, puisque ça a été obligé les capitalistes au départ à prendre leurs responsabilités vis-à-vis des gens qui faisaient travailler et ne plus être simplement des marchands d'œuvres, mais voilà, des employeurs responsables de leurs salariés. Et c'est peut-être, c'est vraiment important de bien différencier. Enfin, ce statut d'auto-entrepreneur, c'est juste une vaste arnaque pour déliter le salariat, hein, en fait. Je vais rebondir là-dessus. J'ai commencé en disant ce qui est important, très important, c'est le vocabulaire. Et moi, comme chef d'entreprise, je pense quand je commence à expliquer quelque chose aux gens qui travaillent avec moi, ou que ce soit aussi à mes clients, mes fournisseurs, c'est de bien mettre des définitions sur ce qu'on dit. Donc, qu'est-ce que c'est un patron, qu'est-ce que c'est un chef d'entreprise, qu'est-ce que c'est un entrepreneur, etc. C'est des définitions. Il faut partir de la base et donner un vocabulaire précis. Et ce qui nous manque à LFI, c'est de sortir de cette confusion entre patrons, riches, exploiteurs, entrepreneurs. Tout ça, c'est mal compris. Moi, encore une fois, j'ai rien à voir avec le soi-disant, entre guillemets, avec 12 guillemets, patron de Total. Qui n'a rien à voir avec un entrepreneur. Mais moi, j'ai à voir avec des millions d'entrepreneurs en France. On a les mêmes préoccupations et le même vocabulaire. Mais à droite, ils sont pareils et ils connaissent, ils disent rien non plus des entrepreneurs. Par exemple, si on y réfléchit bien, la notion de Startup Nation de Macron, c'est une insulte contre les entrepreneurs. On a l'air de dire que le type a découvert qu'on allait fabriquer quelque chose. Mais ça fait, mon pote, ça fait 20 ans, ça fait 50 ans, ça fait 40 ans qu'on travaille et qu'on entreprend la Startup Nation de l'année dernière. Il y avait des gens qui travaillaient avant et qui créaient des entreprises avant. Donc, à droite non plus, et compte tenu de leur histoire politique et de leur formation et de leur consanguinité avec le CAC 40, ils n'y comprennent rien non plus à l'entreprise. Ils ne sont pas meilleurs que nous. Donc ça nous rassure un petit peu. Ils ne sont pas bons non plus. Donc, à nous d'être un peu plus malins et de travailler pour rassembler. Parce que la Startup Nation, c'est la plus belle insulte aux entrepreneurs que j'ai jamais entendue. Moi, je voulais juste ajouter un petit point. Dans le débat public, on l'avait évoqué lors de notre dernière petite réunion, là, dans le débat public, en fait, à gauche, il y en a quand même un qui met un peu en avant les questions d'entrepreneuriat et je trouve qu'il le fait pas trop mal. C'est Arnaud Montebourg. Et je trouve qu'il y aurait quand même des choses à s'inspirer de cet homme-là, même si voilà, je partage pas toutes ses idées. Même si je pense que c'est pas un des pires au Parti socialiste, même s'il y est plus, mais dans cette gauche du ventre mou de la gauche sociale. Mais je pense quand même il y a des choses intéressantes et il est lui-même entrepreneur. Il s'est lancé dans pas mal de choses comme investisseur et comme plus on va dire impliqué, notamment dans le miel. Et j'ai l'impression que ça marche pas trop mal en plus ces histoires entrepreneuriales. Donc voilà, je veux juste faire une petite parenthèse sur le fait que pour moi c'est un des rares à gauche qui incarne un petit peu voilà ce sujet de l'entrepreneuriat. Thierry, tu voulais dire? Oui, je voulais revenir sur quelque chose tout à l'heure. Il y a
une personne qui a effectivement, qui nous écoute et qui a fait une proposition en ce qui concerne pour les entreprises qui démarrent. Je pense qu'effectivement, comme ça, c'est passé un peu rapide, mais j'ai pas tout vu. Vaille l'armée, voilà. Vous pouvez le lire. Hein. C'est-à-dire que on pourrait effectivement, pendant une période, enfin, au-delà de ce qui est marqué, ce que je voudrais dire, c'est que nous devrions effectivement avoir un discours et des propositions pour faire en sorte d'aider les entreprises nouvelles. Hein. Parce que c'est vrai que tous ceux qui ont démarré une entreprise, ça a toujours été très compliqué, toujours été assez difficile. Et je crois qu'effectivement, on pourrait faire des propositions pour effectivement permettre à de jeunes personnes qui veulent être entrepreneurs de les aider. Bon, je voyais dans les propositions qui étaient marquées, peut-être la première année, ne pas leur demander d'impôts. En général, on n'en fait pas. Hein, bah, c'est ça, c'est un crédit d'impôt compétitivité. Voilà. C'est le CICE, mais ça existe déjà, sauf qu'il a été perverti et distribué aux grandes entreprises quand on fait n'importe quoi sans contrepartie. Le massacre, il est là, le problème, il est là. Il y a des milliards, des dizaines de milliards qui ont été investis. 140, je crois, c'est 140 milliards depuis que Macron était conseiller économie avec Hollande, et c'est lui qui lui avait soufflé l'idée. Donc, on va dire depuis un peu moins d'une dizaine d'années, 140 milliards. C'est potentiellement cet argent-là, s'il était partagé ou mis à disposition de petites entreprises qui créent des emplois en local, c'est des dizaines, des centaines de milliers d'emplois qui auraient pu être développés, pérennisés, etc. Ça existe déjà, mais que pour les mêmes, que pour les grandes entreprises, quoi. Ouais, alors qu'il faudrait effectivement faire des propositions, comment dirais-je, concrètes, et montrer qu'effectivement que la France insoumise a aussi un projet d'entrepreneuriat. Il y a une articulation à trouver entre un programme politique qui met au centre de son programme économique la transition écologique et la répartition des richesses, et la meilleure répartition des richesses, que les richesses sont créées, et comment elles sont réparties. Donc c'est dire on peut faire la transition écologique, on doit la faire, c'est une question vitale. Et deuxièmement, on peut la faire aussi à condition que les richesses et les efforts soient répartis autrement. Ça donne un cadre et des perspectives de moyen et long terme. Et c'est exactement ce dont les entrepreneurs ont besoin. Si tu as un cadre, si tu dis on doit rénover non pas 2500 immeubles par an, mais 400 000, tu donnes un signal clair et tu mets les moyens derrière et tu donnes et les moyens législatifs aussi. Tu donnes un signal clair en disant on a besoin de plombiers, on a besoin d'électriciens, on a besoin de terrassiers, on a besoin de maçons, on a besoin de contrôleurs, etc., etc. Et là, tu vas créer des entreprises et évidemment avec des emplois locaux, donc pas délocalisables. Hein, c'est pas le plombier chinois qui va. Ils ont du boulot en Chine aussi d'ailleurs. Et donc là, tu crées un cercle vertueux. Et c'est beaucoup plus facile ensuite de prendre des dispositifs techniques dans lesquels on n'a pas besoin de rentrer dans une discussion comme aujourd'hui sur est-ce que la première, la deuxième année, quel type d'allègement de charges ou de choses comme ça on peut avoir, ou de facilité, etc., etc. Mais il y aura une chose très importante à faire, qui est la plus importante, c'est la question des délais de paiement. La France, par rapport aux autres pays, est absolument épouvantable, où les grosses entreprises étranglent leurs fournisseurs petits et surtout les gens qui démarrent avec des délais de paiement épouvantables. Et là, c'est la loi qui doit décider. Hein. On doit décider, les entreprises de moins de 10 salariés doivent avoir leurs factures qui sont réglées dans les 8 jours. Point, c'est légal. Et au bout de là, c'est une amende égale au montant de la facture qui est mise sur l'entreprise qui n'a pas payé, etc., etc. Donc, une méthode très répressive qui met de l'ordre public parce que la plupart des boîtes crèvent parce que leurs gros fournisseurs ne les payent pas et traînent les factures en permanence. Moi, j'ai arrêté de faire de l'exportation vers la France. Je fais que de l'importation sur le Vietnam à cause de ça uniquement. C'est-à-dire que moi, je faisais des très beaux produits qui étaient bien valorisés. Sur le papier, j'avais de très belles marges. Sauf qu'à l'arrivée, les gros distributeurs français que vous connaissez tous, on ne va pas les nommer ici,
me payait entre 60 jours et 6 mois, alors que c'était au comptant sur le contrat. Et tu peux rien faire. Et donc j'ai arrêté de travailler avec des clients français de ce genre-là. Je veux plus travailler avec eux jamais. Et je travaille dans l'autre sens. Et là, il n'y a pas de problème. Il y a des pays où il n'y a pas de problème de paiement de ce type-là. La France est un cas particulier d'après mon expérience. Et c'est une mesure qu'on trouve nulle part dans les programmes. Et ça, c'est une mesure extrêmement favorable aux petites entreprises, surtout à celles qui démarrent. Donc ça, c'est des mesures d'ordre législatif, mais qu'un gouvernement LFI doit absolument prendre immédiatement. Parce que là, tu fais circuler l'argent, et c'est l'essentiel de ce dont a besoin une entreprise à son démarrage, surtout une petite. Voilà, donc on a plein de choses à apporter, ça c'était un exemple, pour dire qu'est-ce qu'on est en train de faire là. On est en train de dire des choses comme ça. Mais il faut qu'on nous écoute et qu'on nous considère en tant que tel. On n'est pas simplement des gens de gauche qui, par ailleurs, sont chefs d'entreprise. Non, on est des chefs d'entreprise et on veut expliquer pourquoi on a besoin, pour appliquer le programme de la NUPES, de chefs d'entreprise qui soient impliqués et motivés. Mais oui, parce qu'avant toute chose, une entreprise, c'est un commun, en fait. C'est un commun, c'est pas un commun, c'est pas forcément une coopérative. Ça peut être un commun aussi. Ça peut être un commun, non, mais je veux dire que même si c'est un commun hiérarchisé avec un patron et des salariés, de toute façon, c'est par définition, chacun a besoin, enfin, tous les postes ont besoin les uns des autres, quoi. C'est un organisme interactif, sans ses clients et sans ses fournisseurs. Hein. On est dans une chaîne de valeur et d'interaction dans tous les cas. Donc il faut poser les choses de façon très claire en disant nous, on est pour les entrepreneurs, on a besoin absolument. Ouais. Tout ce que j'ai écouté la campagne électorale de Mélenchon attentivement, et tout ce qu'il a raconté, et à chaque fois, je me faisais des petites coches sur mon calepin en disant mais il a besoin d'entrepreneurs, on les a pas actuellement, hein, d'ailleurs, il va falloir les aider à sortir du bois. Hein. Mais oui, parce que j'ai entendu dire que même pour les mascottes des Jeux Olympiques, on va pas les faire en France parce qu'on n'est pas capable de les fabriquer. Voilà. On n'est pas capable de fabriquer des clitoris frigides en peluche parce qu'on n'a plus assez de laine et on n'a plus d'usine. Voilà. C'est la Startup Nation dans toute sa splendeur. Et c'est insupportable. C'est insupportable parce que vraiment, si on n'est plus capable de faire ça, je dis que c'est une insulte, hein, je dirais, la capacité d'entreprendre. Et ça, comment dirais-je, c'est là où on doit avoir un discours très positif pour les entreprises. Très positif. Oui, bien sûr. Oui. Et leur dire qu'effectivement, nous avons un programme. Parce qu'effectivement, et alors, je voudrais revenir à quelque chose. On parlait tout à l'heure, effectivement, de la redistribution de la richesse. Bon, il y a un système qui est excellent, ça s'appelle les impôts. Le problème, et oui. Il y en a un autre, ça s'appelle les cotisations. Oui, mais les impôts, les cotisations. Ça veut les dire charges sociales. Qu'est-ce que c'est que l'économie? C'est la circulation, c'est la célérité, comment dirais-je, de la monnaie. C'est pas autre chose. À partir du moment où elle est captée vers le haut, elle circule moins bien en bas, donc l'économie fonctionne pas suffisamment. Pour un exemple, vous avez un billet de 100 € dans la poche, il reste toute la semaine dans votre poche, il vaut que 100 €. Votre voisin avait un billet au début de la semaine de 100 €, il a fait 1000 poches. Vous voyez, ce billet, il vaut 1000 fois plus. Donc l'accélération de la monnaie permet d'enrichir les gens. Donc ça, c'est très important. Donc plus on pompe l'argent vers, effectivement, alors je ne parle pas que des riches, je parle aussi de personnes qui sont dans les administrations, qui gagnent des salaires extraordinaires, etc., etc., etc. Là, il faut une répartition des richesses. Il faut que tout le monde y participe et chacun donne de soi-même. Voilà. Donc, je pense que on a, avec des discours comme ça, certainement la possibilité de faire revenir vers nous déjà des entrepreneurs et ensuite comment dirais-je, que les salariés ont aussi une image différente de ce que c'est que l'entreprise.
Si notre discours va dans ce sens, eh bien, on gagnera beaucoup en ce qui concerne de visibilité auprès, effectivement, faut le dire, des électeurs. Bien sûr. Tout à fait. Bien sûr. Et Lizzie, tu voulais dire quelque chose? Lisa, pardon. Oui, c'est-à-dire, j'ai remarqué tout à l'heure, je trouve que François, il a vraiment mis aussi le doigt sur le point crucial de dire il faut communiquer sur le fait qu'un entrepreneur insoumis va créer une entreprise différente où il fait bon vivre en principe, même si dans les faits, moi j'essaie tellement que mes employés se sentent bien que bon, quand il y a des jours fériés, ben, c'est moi qui me coltine le boulot. Quand il faut rester plus longtemps parce qu'il y a une manutention, c'est moi qui suis là, qui attend, etc. Parce que je ne veux pas leur imposer des heures extra, ils ont de la famille, ils ont des enfants à la maison. Donc, on prend sur soi, oui. De l'autre côté, on se dit, bon, en même temps, on a quand même un certain pouvoir de décision ou de proposition qui est peut-être plus fort que celui des autres. Maintenant, je pense que c'est très important d'encourager des entreprises à se déclarer, des entrepreneurs à se déclarer comme des entrepreneurs de gauche avec des idéaux tant écologiques que sociaux. Et à communiquer là-dessus parce que, bon, d'une part, il y a des salariés ensuite qui ne vont pas rentrer dans cette normative que le patron, c'est le méchant. Non, ça existe aussi différemment. On peut avoir une société différente, hein, sans que ce soit le communisme stalinien, avec donc une économie planifiée complètement. Hein. Mais très très important de favoriser ça. Et moi, je connais des gens en France aussi qui ont des petites entreprises et qui me disent qu'ils sont plutôt réticents par rapport à Mélenchon. Bon, tout le monde sait que je milite pour Mélenchon. Ils me disent, mais non, mais tu comprends. Et puis après, les salariés, ils ont déjà tellement de pouvoir, ils peuvent déjà tellement faire de choses, et puis ils se mettent en maladie, et on est là, on est là comme un con, parce qu'il faut quand même faire le boulot. Donc, voilà, on pourrait gagner beaucoup d'électeurs dans ces entreprises, tant au niveau du petit patron que du groupe de ses salariés. Mais surtout que j'imagine que des salariés bien traités sont peut-être des salariés décemment payés, bien traités, auraient, je pense, tendance à faire leur boulot avec un sens de responsabilité qu'on ne peut pas nier, quoi. Non? Oui, tout à fait, tout à fait. Moi, alors, je pense que ça c'est quand même du donnant-donnant. Hein. Ça c'est clair que j'imagine. Bon, moi j'ai une jeune femme là qui est en train d'étudier vétérinaire. Quand elle aura fini l'année prochaine, elle va être mon responsable technique. Et alors il y a sa collègue qui fait le même boulot qu'elle. Mais qui ne se forme pas vétérinaire. Donc, bon, moi, je la mettrai au même niveau salarial parce que ça sera plus juste. Il n'y a pas de raison qu'une qui aura en plus un titre en plus gagnera plus faisant le même travail et créant la même richesse dans mon entreprise. Mais cette fille, bon, par exemple, elle est dans une fac payante et elle avait dû arrêter de faire ses études parce que son père est décédé d'un accident et donc il n'y avait plus assez d'argent pour payer cette fac. Et c'est maintenant qu'elle a pu reprendre parce qu'elle gagne bien sa vie chez moi. Et ça, je suis très fière, quoi. Et elle en est vraiment consciente. Alors, de l'autre côté, maintenant, elle était obligée de sortir plus tôt pour aller à la fac parce que c'est le soir. Elle est un peu rigide. Alors, elle veut à tout prix faire toutes les heures qu'elle n'a pas pu faire. Bon, je m'en fiche, quoi. Je veux dire, elle est sortie quand même pour travailler encore plus, pour étudier et pour demain m'apporter quelque chose d'autre dans mon entreprise, quoi. Mais non, mais là, elle est encore coincée sur ce point. Elle veut absolument pas me devoir une heure qui soit pas justifiée, quoi. Il y a quelqu'un dans le chat qui dit pour vous, il y a une formule d'entreprise. Pour vous, y a-t-il une formule d'entreprise plus souhaitable que les autres? Non. C'est ça. Je crois pas. Non. Ça dépend de l'entrepreneur, ça dépend du projet. Pour moi, ce serait la scope. Hein. Pour moi, ce serait la scope. La diversité en la matière, la biodiversité en la matière est souhaitable.
Oui, ouais. La SCOP, ça peut être très bien pour des gens qui peuvent, parce que c'est un projet quand même, la SCOP, je dirais presque à la limite qui nécessite beaucoup de personnes qui vont dans le sens de l'entrepreneur. Et c'est quand même compliqué, à mon avis, à gérer. Hein. La scope, c'est très Il y a toujours compliqué. le problème du leadership. Il y a toujours le problème de leadership. Il y en a qui ont très bien fonctionné, il y en a qui fonctionnent très bien. Mais je dirais, limite, c'est un projet de personnes qui ont envie de le faire ensemble. Bon, il y a des grandes scopes aussi, plusieurs centaines. Hein. Mais je dirais que pour être d'accord avec Didier, très bien fonctionné quand elles ne faisaient qu'un métier très précis et elles faisaient une seule chose. Exact. Oui. C'est très vrai ça. Sur mes travaux de construction, une scope française qui faisait du forage de fondations spéciales. Ils faisaient que ça, ils étaient très spécialisés là-dedans. C'était une scope. Le patron avait fabriqué la scope et avait donné des actions. Oui. C'était avec ses salariés. Et je pense que dans ce cadre-là, où il y a une motivation unique, un projet technique unique, la scope peut être peut-être une des meilleures formes possibles à ce moment-là. Mais moi, je crois à la biodiversité en la matière. Ça dépend des gens à la fin. S'associer avec quelqu'un, c'est très difficile. Il ne faut pas croire que c'est facile. Oui. Et donc, tous les cas sont possibles. Bon, il y avait une autre question là qui a circulé avant qu'on termine. C'était Comment faire monter les entrepreneurs dans les instances. Oui, c'est marqué. On arrête de parler en général, mais une fois qu'on a parlé en général pour dire les choses, il faut parler dans le concret. Et là, ce serait bien qu'il y ait des gens qui connaissent le sujet, comme on en a sur d'autres sujets. Hein. Il y a des gens très, très pointus à la France Insoumise qui parlent de façon très précise sur des sujets, mais on a un petit vide là, hein, c'est clair. Oui. Donc, il faudrait trouver une solution. Voilà, c'est peut-être le mot de la fin d'ailleurs. En tout cas, c'est le mot de la fin pour aujourd'hui parce que je pense que c'est un chantier qui mérite large réflexion. D'ailleurs, j'invite, si parmi les gens qui nous regardent, il y a des entrepreneurs que nos travaux intéressent et nos réflexions intéressent, ils peuvent tout à fait nous contacter. Et enfin, comment ils peuvent entrer en contact avec nous déjà? Quelqu'un, là, j'ai un trou. Ils peuvent entrer en contact par le Twitch, par le contact avec nous. Par le réseau Telegram, par l'action populaire, par le site internet, enfin par tous les moyens. Oui, c'est ça, par l'action populaire, par le site, la plateforme Action populaire sur le groupe LFI NUPES Monde. Ils peuvent nous contacter par là, effectivement. Et vraiment, toutes les réflexions sont les bienvenues en la matière pour développer. Est-ce que la prochaine fois, on ne pourrait pas mettre effectivement une adresse courriel ou quelque chose comme ça que les gens pourraient voir? Oui, on va faire ça. Et c'est possible, Jean? Déjà, une action populaire en un seul mot, actionpopulaire.fr déjà. Ça, c'est le site. Et sur actionpopulaire.fr, vous cherchez le groupe fonctionnel LFI NUPES Monde et vous vous inscrivez sur le groupe et vous nous contactez par message en spécifiant que vous êtes intéressé par le groupe de travail sur l'entrepreneuriat et on vous répondra. Peut-être pas dans les 24 heures parce qu'on est tous un peu au taquet sur pas mal de choses à faire. Mais on vous répondra et on vous invitera à vous joindre au groupe de travail. Alors, ce qu'il faudrait dire aussi, c'est que je pense qu'on va certainement faire une émission à peu près tous les mois, non? Est-ce que c'est prévu ainsi? Donc, ça peut se prévoir ainsi. Ouais. C'est pour ça que c'est intéressant quand même qu'il y ait des gens nous contactent parce qu'il y a peut-être des sujets qu'ils aimeraient qu'on aborde un peu plus. Là, on a été très généraliste. Hein. Donc, il faut effectivement qu'on puisse à peu près développer ce qui nous permet de pouvoir travailler dessus et donner chacun un point de vue. Tout à fait. Absolument. Tout à fait. C'est une première étape, c'est tout, et qu'il y en appelle d'autres. Je vais vous laisser tous conclure par une phrase de la fin pour permettre la deuxième partie d'arriver.
Didier, commence, tu as commencé. C'est moi qui finis. Non, non, mais, Oui. c'est une étape. Moi, je souhaiterais qu'on invite des gens qui ne sont pas LFI à débattre Oui. sur un sujet plus Ouais. précis. Il y en a des bons, hein. Il y en a des bons. Hein. Et on a notre idée n'est pas de rester entre nous, mais de nous ouvrir à tous les gens qui peuvent être intéressés de bonne foi et qui sont pas forcément d'accord avec nous, c'est très bien, et d'échanger ici avec nous. Notre objectif, c'est d'aller vers les gens, vers les électeurs, on s'en cache pas, Oui. et parce qu'on a bien l'intention de gagner la prochaine fois, et donc on a bien l'intention de convaincre, et pour ça, il faut parler aux gens qui sont pas d'accord avec nous, ou tout au moins qui savent pas qu'ils sont d'accord avec nous, et qui vont le découvrir en parlant avec nous. Voilà, Oui, ce sera le mot de la fin. exactement. Exact. Voilà. Exactement. Moi aussi, je pense que beaucoup de gens parmi ceux qui ne sont pas d'accord avec nous ignorent que dans ce que l'avenir en commun a proposé et dans la façon même dont évoluera encore le programme d'ici la prochaine échéance électorale, eh bien, ils ont finalement, sans le savoir, beaucoup plus à gagner à être avec nous qu'avec le camp du capital. Voilà. Je crois que c'était Emmanuel Todd qui, dans un de ses livres, parle de fausse conscience de classe. Je pense que beaucoup de petits et moyens entrepreneurs ont une fausse conscience de classe en s'imaginant que leurs intérêts sont les mêmes que ceux du grand capital. Je pense que leurs intérêts sont plus proches des nôtres. À nous de les convaincre.